Alors, donc sur l'après 45, bon, Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment évidemment, là encore une fois, cette fois-ci un conflit qui d'ailleurs est certainement encore plus mondialisé, hein, que la 1re guerre mondiale, la guerre de 14-18. Et c'est dès, même avant la fin, hein, du conflit, dès la conférence de Yalta, hein, qui va se tenir donc encore à la sortie de l'hiver, hein, 1945, hein, donc février 45, conférence de Yalta. Et cette conférence de Yalta, où vont se retrouver les futurs vainqueurs, hein, donc États-Unis, président Roosevelt, hein, dont on rappellera l'entrée en guerre effectivement le 7 décembre 41, hein, suite à la destruction de la base aéronavale de Pearl Harbor à Hawaï par les Japonais. Donc Roosevelt pour les États-Unis, Churchill, hein, donc qui était aux affaires après la faillite complète de Chamberlain, de Munich, etc., hein, dès 1940 pour la Grande-Bretagne. Et donc voilà pour les Occidentaux, si on peut dire. Et puis évidemment Staline, hein, qui est là en Crimée, à Yalta, qui invite, les puissances invitantes évidemment, pour cette conférence. Et c'est là quand même que, si ce n'est un mythique partage du monde, mais enfin quand même, c'est quand même là que comment dire, les grandes lignes, hein, vont être adoptées de ce qui se passera après le conflit. Hein. En février 45, plus personne ne doute que le Troisième Reich va s'effondrer dans les mois qui viennent, hein, évidemment, en tout cas pour la partie européenne du conflit. Et donc c'est là qu'on va mettre en place évidemment les grandes lignes de ce qui sera l'après 1945. À l'époque évidemment, personne ne soupçonne, hein, qu'on va partir dans une situation de guerre froide, mais en tout cas ce qui sera la nouvelle organisation internationale, hein, l'ONU, hein, qui sera créée en 45 en effet, eh bien est mise en place. Et cette fois-ci, on souhaite tirer les leçons du passé, de la faillite de la SDN, et donc de créer cette fois-ci une organisation plus renforcée, plus musclée, avec certes une assemblée générale, mais surtout, évidemment, et c'est là quelque chose qui va nous amener encore dans la période contemporaine actuelle, le fameux Conseil de sécurité, hein, constitué des grands vainqueurs, hein, donc on a cité, hein, États-Unis, Grande-Bretagne, URSS, puis plus tard ce sera la Russie bien sûr, et puis, ne l'oublions pas, la France qui obtiendra un siège, hein, au Conseil de sécurité, auquel s'ajoutera ensuite la Chine, etc. Ce Conseil de sécurité, il est fondamental, parce que c'est l'organe, hein, vraiment exécutif, hein, de l'ONU. Ce Conseil de sécurité, il faut savoir que chacun des membres cités a ce qu'on appelle un droit de veto. Et voilà justement, si je puis dire, la chose la plus importante. Parce que ce droit de veto, c'est quoi, hein? Le mot veto, hein, vous le savez, date de la Révolution française, le droit de veto de Louis XVI. Hein, voilà, c'est-à-dire le droit tout simplement de dire non, hein, et de bloquer toute résolution donc que l'ONU peut prendre dans telle ou telle direction face à tel ou tel conflit. Alors les principes sont toujours les mêmes, le droit international, il y a évidemment une cour pénale internationale, il y a toute l'armature, cette fois-ci beaucoup plus renforcée au niveau des sanctions, etc., pour faire appliquer ce droit international qui devra primer sur la force. Et ça, c'est 1945. 8 mai 45, bah, c'est la victoire. Tout ça est confirmé par la conférence de la victoire qui a lieu à l'été 45 à Berlin, la conférence de Potsdam. Hein. Et puis le conflit, on le sait, se termine par les bombes atomiques de Hiroshima puis Nagasaki sur le Japon qui mettent fin. Hein. C'est la dernière fois que le feu nucléaire aura été utilisé jusqu'à présent. Et puis, très rapidement, bah, les promesses, notamment de Staline, d'organiser des élections libres dans tous les territoires centre-européens libérés par l'armée rouge, eh bien, ne sont pas exécutées, et très rapidement, bah, il se passe un peu la confirmation des acquis territoriaux que Staline avait pu avoir suite au pacte germano-soviétique, c'est-à-dire tout simplement que c'est la naissance de ce qu'on va appeler les démocraties populaires à l'Est, hein, c'est-à-dire le bloc d'États satellites de l'Union soviétique, hein, et la création de ce qu'on va appeler le rideau de fer. Hein, tout ça, c'est dans cette période-là, ce fameux rideau de fer, donc, qui va surtout se concrétiser entre Berlin-Ouest et Berlin-Est,
et la naissance en 49 des deux Allemagnes, donc la République démocratique allemande à l'est, la République fédérale allemande à l'ouest, capitale Bonn, République démocratique allemande, capitale Berlin-Est, Berlin étant elle-même divisée en deux par le fameux mur de Berlin qui sera construit un peu plus tard, en 1961. Voilà. Alors, tout ça fait que très rapidement, en fait, l'ONU, après 45, va se retrouver évidemment paralysée par, dans toutes ses actions éventuelles, par, comment dire, tout simplement cette situation de guerre froide, le fait que systématiquement, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, peut-être un peu moins, et puis surtout évidemment l'URSS, utiliseront leur droit de veto pour paralyser toutes les résolutions possibles, et ce droit de veto, on va le voir apparaître à chaque fois qu'il y aura des grands conflits, comment dire, qui marqueront la guerre froide. Alors il y en a quand même un certain nombre. Bon, effectivement, il y a un premier conflit qui a lieu, ce qu'on appelle la guerre de Corée, tout de suite, entre 50 et 53, qui va mener à la division des deux Corées, c'est-à-dire qu'en fait, très rapidement après la révolution, comment dire, communiste chinoise amenant Mao en 49 au pouvoir, cette situation de guerre froide va largement dépasser l'Europe, elle va concerner tout simplement le monde entier. On entre dans ce qu'on appelle une période d'un monde bipolaire, divisé entre donc l'Ouest et l'Est, et que l'équilibre de la terreur nucléaire va neutraliser. C'est pour ça qu'on parle de guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des conflits de type guerre chaude, quelque part, des crises graves, qui vont joncher toute cette période, qui est longue, puisqu'elle va quand même, en gros, de 47-48 à 1989, une période assez longue, 40 ans, de paralysie, et là-dedans, l'ONU, effectivement, va apparaître quand même comme un peu secondaire. Il y a quand même quelques événements qui vont être assez marquants. Je pense notamment à l'année 1956. En 56 éclate une première grande révolte dans le camp socialiste, qui est la volonté de la Hongrie de quitter le camp socialiste en devenant un État neutre, ce qui va entraîner évidemment, comment dire, une répression terrible, menée par le successeur de Staline en 1953, qui est Khrouchtchev. Néanmoins, impossible évidemment de diviser le camp socialiste en deux, et donc c'est l'intervention de l'armée rouge sur Budapest et la série de répressions terribles qui vont avoir lieu. Mais si je pense à l'année 56, c'est pas à cause de ça, puisque là, pour le coup, c'est là que le principe de non-ingérence dans les affaires d'un camp ou de l'autre apparaît, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut protester, etc., tout ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas s'autoriser le droit d'intervenir dans les affaires de l'autre camp. Le principe de non-ingérence, c'est important. Par contre, là où, justement, il va y avoir une alliance de circonstances de l'Est et de l'Ouest, eh bien c'est une autre affaire de cette année 56, qui est l'affaire de Suez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Suez? Eh bien, est arrivé un leader populiste, le général Gamal Abdel Nasser, au pouvoir en Égypte, l'Égypte qui avait son indépendance depuis pas très longtemps, et l'idée de Nasser était de construire un grand barrage électrique, le barrage d'Assouan, en amont du Nil, et donc pour faire financer son barrage, eh bien tout simplement il installe un droit de péage dans une zone internationale qui était le canal de Suez. Et donc ça provoque effectivement une crise internationale à l'époque, encore une autre, et bien les Franco-Britanniques décident de mener une opération unilatérale, oui c'est une forme d'opération unilatérale, en accord avec le jeune État israélien qui venait de naître, évidemment, à côté, et cette opération étant de, en gros, reprendre le contrôle du canal, et, comment dire, et bien tout simplement restaurer le passage, etc., et voir faire tomber le régime du colonel Nasser, colonel Nasser, dans un premier temps. Et là, effectivement, les Soviétiques et les États-Unis interviennent, effectivement, par des pressions énormes, pour obliger, effectivement, donc les vieilles puissances coloniales, si on peut dire, France et Grande-Bretagne, de se retirer. Et là, effectivement, là, il y a un moment, en effet, où, disons, les intérêts des deux grands de ce monde bipolaire convergent, effectivement. Voilà. Le cas de Israël, bien sûr, c'est bien sûr de sécuriser
d'où son intervention, sa frontière sud. Enfin, c'est un des conflits israélo-arabes que l'on connaît jusqu'à nos jours. Hein. Donc voilà, sinon on a la période de la guerre froide, évidemment, on a la crise des fusées 1962, l'installation des fusées nucléaires par les soviétiques dans l'île de Cuba, Cuba qui en 59 devient un État communiste à quelques centaines de kilomètres des côtes nord-américaines. Les États-Unis vont tout faire hein, pour s'en débarrasser. Cette crise que les soviétiques vont perdre parce que la menace du feu nucléaire fait que Khrouchtchev sera obligé de retirer ses fusées à Cuba, eh bien va installer le téléphone rouge, etc. Puis ensuite, une période montante vers ce qu'on appellera plus tard la coexistence pacifique, mais toujours pareil, on est dans un monde bipolaire, et sachant que dans ce monde bipolaire aussi, à la faveur du début des années 50 puis 60, va émerger ce qu'on appellera le tiers-monde, c'est-à-dire les États non alignés, hein, autour de la Yougoslavie, de l'Égypte aussi, justement, et de l'Inde. Hein. C'est important de voir que cette troisième force va émerger, qui aujourd'hui est lointain ancêtre de ce qu'on appellera les BRICS plus tard, etc. Donc le monde bipolaire, peu à peu, va bouger. Donc voilà où nous en sommes. Autre grande crise de la période, toujours pareil dans l'ingérence, c'est bien sûr le printemps de Prague en 1968. Printemps de Prague où pourtant les communistes tchécoslovaques autour de Alexandre Dubček, Alexandre Novotny vont inventer quelque part ce que seront plus tard les réformes de Gorbatchev. Seulement voilà, à l'époque c'est le successeur de Khrouchtchev qui est au pouvoir, qui s'appelle Brejnev, et qui lui donc va faire lancer une intervention des forces du pacte de Varsovie, l'Alliance militaire de l'Est, née en 55, et qui va donc évidemment écraser ce printemps de Prague. Et puis, les problèmes économiques font que on en arrivera à ce grand moment de détente qui est quand même important de la période, mais là encore une fois, l'ONU est en arrière-plan. Hein. Toujours pareil, c'est évidemment la fameuse conférence d'Helsinki en 1975, hein, où quelque part va naître ou renaître ce qui sera plus tard la réapparition de l'espace européen quelque part hein, dans cette affaire. On essaye de créer une zone européenne où effectivement les deux grands n'interviendront plus. Hein. Donc c'est important. Ensuite, c'est la naissance de l'OSCE pour appliquer évidemment les accords d'Helsinki. Donc c'est le grand moment de détente, mais rapidement, les problèmes vont réapparaître, crise des euromissiles dès 77, le problème de la course aux armements continue, et puis en 79, l'URSS commet certainement une de ses dernières erreurs stratégiques en décembre 79, en envahissant l'Afghanistan. Pourquoi? Alors, cette chose qui peut paraître comme un épiphénomène, quelque part, eh bien tout simplement parce qu'on est dans ce qu'on appelle le grand jeu diplomatique, que définira un jour ce diplomate proche du président nord-américain Jimmy Carter, hein, Horst Brzezinski, hein, l'ouvrage bien connu du grand jeu. Et le grand jeu, c'est quoi? C'est que dans la région, on a un Pakistan, donc au nord de l'Inde, qui sera de plus en plus pro-nord-américain, une Inde qui quand même serait plus alignée vers l'Union soviétique, et donc pour rééquilibrer les choses, eh bien, les soviétiques tentent de prendre pied en Afghanistan, sauf qu'ils avaient oublié, bien sûr, que l'Afghanistan, depuis, comment dire, la période britannique, eh bien cet Afghanistan était surnommé de colonisation britannique au XIXe siècle, le tombeau des empires. Et jusqu'à nouvel ordre, on a eu, même dans les années 90, 2000, et encore il n'y a pas si longtemps, la preuve, effectivement, que, quelles que soient les puissances qui tentent de s'imposer sur cet pays, qui est d'ailleurs par le coup gigantesque et très compliqué à contrôler, eh bien effectivement, c'est impossible de le faire. Hein, voilà. Alors, tout ça nous mène évidemment à ce qu'on appelle la fin de la guerre froide, mort de Brejnev, successeurs éphémères que sont Andropov et Tchernenko, et puis en 1985, eh bien c'est Gorbatchev qui tentera effectivement par la perestroïka et la glasnost de réformer, comment dire, le système soviétique. Il n'y arrivera pas parce que, tout simplement, il va soulever, si je puis dire, le couvercle de la marmite, et l'empire soviétique, qui, quelque part, est héritier un peu aussi de l'empire des tsars bien lointain, eh bien, en gros, explose à la figure du dernier dirigeant soviétique, et c'est la fin de la guerre froide, chute du mur de Berlin en 89. On arrive au début des années 90, et c'est évidemment
à l'époque, donc une sorte de réunification des relations internationales entre États-Unis, l'URSS finissante, bientôt la Russie, ce qu'on va appeler dans cette période des années 90 le nouvel ordre international. Nouvel ordre international où l'ONU va retrouver cette fois-ci si je veux dire, toute sa dimension qu'elle n'avait pas pu vraiment avoir, dans deux conflits quand même majeurs de la période. D'une part, il y a l'Irak, donc au Proche-Orient, qui évidemment tente d'envahir le petit État pétrolier voisin du Koweït, et c'est là qu'on mènera ce qu'on appellera une opération de police internationale sous l'égide de l'ONU. Évidemment, avec une coalition internationale, effectivement, on n'avait pas vu ça, peut-être même jamais, pour, si je puis dire, rétablir l'ordre international, le droit international, et expulser les forces armées irakiennes du Koweït, ce qui d'ailleurs aura lieu. Il y aura la guerre du Golfe, la crise du Golfe, c'est l'invasion en 90, guerre du Golfe début 91, et effectivement, donc tout le monde se souvient de cette période, et évidemment la libération du Koweït. Et puis, même époque, vaste conflit où là, cette fois-ci, l'OTAN, organisation militaire nord-atlantique, qui est née en 49, comme en 1955 était né le pacte de Varsovie, l'OTAN, elle, va continuer d'exister et va se trouver des missions nouvelles. Et oui, voilà. Et donc, conjointement avec l'ONU, effectivement, il y aura la gestion, heureuse ou malheureuse, parce que ce conflit de désintégration de la Yougoslavie va durer quand même plus de 10 ans. À l'heure actuelle, on est à entre 200 300 000 morts chiffrés, et c'est pas terminé de les comptabiliser. Terrible conflit, un des plus meurtriers avec la guerre d'Espagne, entre 36 et 39. Et là aussi, effectivement, évidemment, l'ONU jouera son rôle sur la réorganisation de ces fameux Balkans de l'Ouest, dont on parle encore aujourd'hui. Et évidemment, à partir de 92, avec le passage de la communauté économique européenne à une union européenne, traité de Maastricht 1992, j'insiste toujours là-dessus, c'est important de bien noter les mots, qu'on était avant dans une union douanière économique, une communauté économique, et qu'on passe à une union avec le traité de Maastricht en 92. Et là aussi, l'Europe va jouer son rôle, c'est-à-dire en gros que l'ONU, l'ONU, elle, sera toujours là et pas encore paralysée, mais l'OTAN et l'Union européenne vont s'élargir, ça c'est important, à l'Est, précisément. Donc les anciens pays, du bloc de l'Est vont rentrer dans l'OTAN, et progressivement, d'abord dans l'OTAN, parce que c'est une protection militaire, et c'est encore quelque chose qui nous implique dans la période actuelle, et puis bien sûr l'élargissement de l'Union européenne progressif tel que on l'a vu, et tout ça va durer dans une période relativement constructive jusqu'au début des années 2000. Et le grand marqueur, c'est les attentats du 11 septembre 2001, où en effet, là, la donne va changer. D'une part, ça va donner naissance à deux guerres. Alors une sur l'Afghanistan, qui sera encore patronnée par l'ONU, mais celle, d'Irak, que va décider le président George W. Bush Jr., sera une opération unilatérale avec une coalition militaire. Et on le sait, cette opération ne sera pas sous le signe de l'ONU, c'est important, parce qu'à cette époque-là, la France utilisera son droit de veto pour la bloquer. C'est le grand discours du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, à la tribune des Nations Unies. Un très beau discours d'ailleurs, que l'on peut donner en commentaire de texte, parce que je trouve qu'il est fort intéressant sur l'histoire un peu de la paix européenne, quelque part, qu'on a évoqué dans ces deux petites vidéos. Alors, à partir de là, si je puis dire, rien ne va plus à nouveau. La Russie, désormais sous le second successeur de Gorbatchev, premier successeur c'est Boris Yeltsin, c'est en gros les années 90, le second successeur c'est Vladimir Poutine, qui est toujours au pouvoir à l'heure actuelle, en 2024, qui lui va renforcer évidemment, rétablir dans un certain sens une forme de puissance militaire et diplomatique, de la Russie, pas de l'URSS complètement, mais en partie de la Russie. Et tout ça va nous mener évidemment progressivement vers une nouvelle paralysie de l'ONU, parce qu'à partir de ce moment-là, la Russie va bloquer beaucoup de choses au niveau des relations internationales avec son droit de veto. Quelques signes importants, 2008,
où la Russie mène une opération unilatérale pour rétablir l'ordre dans un petit État du Caucase, la Géorgie, qui se rapprochait de l'Occident, qui voulait, un peu comme l'Ukraine actuellement, entrer dans l'OTAN, dans l'Union européenne. Intervention militaire pas que personne n'a vu venir, hein, quelque part à l'été 2008. Au préalable, il y avait eu la normalisation entre guillemets de la Tchétchénie, autre État qui s'était rebellé dans le Caucase. Et puis tout ça va continuer jusqu'en la grande affaire de 2014, qui sera 2014, qui sera évidemment ce qu'on va appeler l'Euromaïdan, la guerre du Donbass, et la reprise par la force de la Russie, de la Crimée, qui faisait partie de l'Ukraine, de l'ancienne Ukraine, qui était elle-même une république socialiste soviétique, ne l'oublions pas, mais qui était devenue évidemment un État indépendant, et puis évidemment cette guerre du Donbass, c'est-à-dire ces États russophones de l'Est de l'Ukraine, où va se développer de 2014 à 2022 une guérilla de sécession, et le grand clash qui nous mène à nouveau vers une autre période dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, une période où l'ONU effectivement est bien dépourvue à nouveau, ressemble un peu de plus en plus à une organisation de plus en plus paralysée. Eh bien c'est évidemment le 22 février 2022 et l'invasion pure et simple la tentative en tout cas d'invasion pure et simple de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, et nous en sommes toujours là, c'est-à-dire que et là on quitte le domaine historique qui est le mien, mais pour entrer dans les sciences politiques et la géopolitique, mais évidemment là on a un signe très fort du fait qu'on a un retour, ce que je disais tout à l'heure, du retour, cette fois-ci, du principe de force, de l'utilisation de la force contre le droit international, puisqu'il s'agit bel et bien, ni plus ni moins, qu'une tentative d'invasion d'un État souverain. Ça va faire 2 ans désormais que ce conflit est en cours, et nous en sommes toujours là. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être qu'on se dirigera, quel que soit l'avenir, ce que nous ignorons à l'heure actuelle, vers une refonte peut-être de l'ONU, mais il est évident quand même que la nécessité de repenser une organisation internationale pour refaire vivre les États pacifiquement entre eux sera très certainement à l'ordre du jour dans, disons, les années qui viennent, probablement, si les choses ne se terminent pas, mal. Voilà. Love.